Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur cette session un peu spéciale de réunion publique. C'est notre 5e réunion publique depuis le début de la campagne et nous vous recevons ce soir dans des conditions un peu particulières qui sont liées à la situation sanitaire que nous connaissons à Sélestat, mais malheureusement aussi en France et dans le monde. Nous n'avons pas voulu vous priver d'un rendez-vous avec nous, un rendez-vous démocratique. Et c'est pourquoi nous avons choisi d'adapter cette réunion publique qui normalement aurait dû avoir lieu à la salle Sainte-Barbe. Nous avons choisi de l'adapter en utilisant les moyens techniques et les réseaux sociaux qui sont à notre portée aujourd'hui. Alors, nous allons ce soir vous parler de ce qu'on aurait dû évoquer avec vous, à savoir notre programme. Cette réunion, elle est la 5e, je vous l'ai dit. Je vous rappelle les autres réunions. La première réunion, elle avait lieu au Hayden, au foyer Notre-Dame de la Paix. C'était le 17 décembre. Et une semaine avant Noël, vous avez été très nombreux. Il y avait une 50aine de participants à cet atelier participatif. C'était déjà quelque chose d'innovant. Nous avions sollicité votre participation pour traiter 4 thèmes. Il y avait l'urbanisme, le lien social, les services publics aussi, et une table aussi sur l'économie. L'économie locale. Voilà. Donc, à partir de cette matière que vous nous avez apportée, eh bien, nous avons commencé à travailler le programme que nous allons vous présenter ce soir. Et puis, au mois de janvier, il y avait la réunion avec Daniel Dambach. Bertrand, si tu veux parler de cette réunion. Oui, c'était une réunion thématique sur la ville écologique. Donc, Daniel Dambach, maire de Schiltigheim, nous a présenté la ville en transition depuis qu'elle est élue maire à Schiltigheim. Donc, certains exemples de Schiltigheim, qui est une ville assez proche de la Sélestat au niveau de la taille, nous ont inspirés pour notre programme. Le 5 février, nous avons reçu Joe Spiegel qui est venu nous parler de démocratie construction, un thème qui se retrouve aussi dans notre programme. Donc nous avons abordé ainsi au fil de nos réunions les différentes thématiques que nous avons exposées déjà une première fois devant vous à l'école Jean Monnet. C'était le 26 février dernier. Nous avions beaucoup de monde et nous remercions toutes les personnes qui ont pu venir. Et encore une fois, ce soir, nous nous adaptons. Nous vous présentons cette réunion publique sous forme de Facebook Live, de direct vidéo. Et désolé pour les personnes qui n'ont pas Facebook, la vidéo est disponible ou sera disponible sur le site internet en replay. Et donc tout le monde pourra voir cette vidéo. L'objet donc de cette réunion, c'est de vous présenter notre programme, un programme qui a déjà été distribué en partie aujourd'hui. Vous l'avez normalement tous dans votre boîte aux lettres. Ce programme, il a pour objet de répondre et de donner des propositions pour relever 3 défis. Vous les connaissez, on en a déjà parlé souvent. Il y a le défi écologique, le défi social et le défi démocratique. Ce sont les 3 axes principaux de notre programme. Donc, c'est les défis principaux qui s'imposent à nous, mais ça ne nous fait pas oublier d'autres données essentielles de la politique de la ville, que sont la culture et le patrimoine, par exemple. Alors, Bertrand, le défi écologique, un enjeu global, c'est ce qui a motivé notre implication dans cette campagne électorale. C'était aussi ce qui faisait l'objet central de notre programme en 2014. Parce que, je le rappelle aussi, nous étions déjà candidats tous les deux en 2014. Aujourd'hui, vous êtes davantage conscients des enjeux environnementaux, des enjeux écologiques, parce que le dérèglement climatique, il se voit partout, on le subit sur toute la planète, mais aussi à Sélestat. C'est pourquoi nous, dès 2014, nous avions cette volonté de faire entrer Sélestat en transition. La question c'est, qu'est-ce que ça veut dire une ville en transition ?
Oui, comme disait Caroline, depuis 2014, la question d'écologie a beaucoup évolué dans la conscience. Aujourd'hui, plus personne ne contredit l'idée du réchauffement climatique. On le voit effectivement même à Célestat. Et donc une ville en transition, c'est une ville en transition dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement la protection de l'environnement. Parfois, on réduit la transition écologique uniquement à la protection de l'environnement. Mais la transition écologique, elle est un peu comme le développement durable sur 3 piliers. Le social, la protection de l'environnement et l'économie. Et si on néglige un de ces 3 piliers, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça aussi que notre programme se décline en 3 défis. Il n'y en a pas l'un qui va sans l'autre. Faire de la protection de l'environnement et de la nature sans faire de la démocratie, sans faire de social, ça ne peut pas fonctionner. Nous nous appuyons sur le pacte de transition. Qu'est-ce que c'est que le pacte de transition ? C'est en fait une banque de données avec des propositions qui ont été traitées par d'autres, dans d'autres villes, et qui sont une sorte de boîte à outils sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Donc c'est 32 propositions qui sont applicables au niveau local. Il faut savoir que le WWF a récemment interpellé les candidats aux élections municipales en faisant le constat que au niveau local, on a la plus grosse partie des mesures, des leviers qu'on peut prendre pour agir contre le réchauffement climatique et contre le dérèglement climatique. Donc, dimanche prochain, vous aurez vraiment un vrai rôle pour faire entrer non seulement Célestat en transition, mais de manière plus générale, la France, c'est pas seulement au niveau national que ça se décide, c'est beaucoup au niveau local. La transition aussi, ça suppose une durée. C'est-à-dire qu'on va pas, il y a des choses qu'on va enclencher dès ce printemps, mais ça va s'inscrire dans tout le mandat. On va pas arriver tout de suite à tout transformer. Et puis surtout, faut pas que vous ayez de crainte là-dessus. C'est que justement, notre objectif, c'est d'associer tout le monde, et donc progressivement, on va faire entrer Célestat en transition, mais il y a cette notion de durée, de moyen terme, de long terme. Simplement, nous avons un cap, nous voulons donner une direction à Célestat, et c'est celle de l'amélioration de votre quotidien, de l'amélioration de notre qualité de vie, avec des objectifs environnementaux. Oui. Et alors, avant de préparer cette réunion, on s'est posé la question de savoir voilà, quel objet représentait la ville de Célestat. Et donc Caroline a ramené un objet qui évoque pour elle la ville de Célestat. Alors évidemment, on pense tous au château d'eau quand on cherche un symbole de Célestat, mais vous savez que je suis membre d'Alsa Collection depuis des années, et j'ai un rôle important. D'ailleurs, je vous invite au salon Alsa Collection qui aura lieu dimanche. En tant que collectionneuse, j'ai gardé une bouteille d'eau de Célestat, une bouteille qui date de l'an 2000, je ne sais pas si elle se voit. À l'image, voilà, il y a écrit eau de Célestat. C'est une bouteille qui avait été faite par la ville de Célestat au moment de l'inauguration du nouveau captage à l'Obererlen. L'eau de Célestat, c'est important, c'est un objet de collection, mais c'est aussi symbolique de toute une politique. C'est le captage, hein, il est en bordure de la forêt de Lillewald, en profondeur, et il permet d'avoir une eau plutôt de bonne qualité à Célestat. Et c'est vrai que ça fait vraiment partie du patrimoine de Célestat, et même de l'Alsace. La nappe phréatique d'Alsace est la plus grande d'Europe. C'est important donc, pour le patrimoine naturel, c'est important pour notre santé, c'est l'eau qu'on boit tous les jours. Et donc ça nous amène aussi à la question des pesticides. On a été interpellé par l'association et le mouvement des coquelicots. Et nous engagerons la ville dans la réduction et la suppression des pesticides pour aussi préserver notre ressource en eau. Sur les pesticides, Bertrand, on a une question qui nous a été posée
par rapport justement à quelqu'un qui pensait que les villes, de toute façon, n'avaient plus de pesticides. Oui, effectivement, quelqu'un nous a interpellé sur la question des pesticides. Elle était étonnée de voir qu'on souhaitait faire de Sélestat une ville sans pesticides, car elle pensait que c'était interdit, les pesticides étaient interdits pour les collectivités. Il se trouve que c'est interdit, mais il y a des dérogations, des possibilités d'utiliser les pesticides, notamment dans les espaces sportifs, donc les stades, sur les pelouses des stades et dans le cimetière. Nous, on souhaite que Sélestat devienne une ville vraiment zéro pesticides et obtienne le label commune nature avec les 3 libellules, comme c'est le cas par exemple à Muttersols. On a parlé de ce label, on vous a expliqué ça, dans le programme vous trouvez ça. On peut peut-être montrer aussi la gazette des coquelicots. Oui, voilà, le mouvement des coquelicots, il se réunit le premier vendredi de chaque mois et il milite pour la suppression des pesticides et il interpelle les élus pour qu'ils agissent dans ce sens-là. Nous, on a interpellé et on leur a répondu. Alors, une question qui revient aussi souvent, c'est celle du centre-ville. La question du centre-ville, elle regroupe, alors elle est assez exemplaire justement d'une approche durable, parce que il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux économiques et des enjeux environnementaux quand on aborde la question du centre-ville. Alors, le centre-ville, c'est un mot, mais qui désigne énormément de réalités différentes. Oui, vous avez peut-être pu entendre Caroline dans le reportage de France 3 la semaine dernière. C'est vrai que nous, on va un petit peu le développer. Beaucoup de choses se jouent au centre-ville de Sélestat. Il y a un Sélestadien sur 5 qui habite au centre-ville. La paupérisation du centre-ville, elle existe et elle se double souvent d'une précarité énergétique des habitants, de certains habitants de Sélestat. Et donc sur tous ces aspects, il faudra qu'on agisse pour améliorer le centre-ville et pour que ce soit vraiment un lieu agréable. Le reportage de la semaine dernière a rappelé que les chiffres du taux de pauvreté qui est supérieur à Sélestat par rapport au département du Bas-Rhin, mais aussi que ce taux de pauvreté s'est accru, a augmenté entre 2013, qui est la date de la dernière étude du cabinet Compass, entre 2013 et 2019, eh bien, les inégalités sociales se sont creusées en France, mais aussi à Sélestat. Et nous avons été très heurtés par ces chiffres, même si nous sentions, parce que nous avions déjà vu que la situation finalement ne s'était pas du tout améliorée. Mais le fait d'avoir des chiffres et de voir que cette situation sociale s'est dégradée pour les habitants de Sélestat et particulièrement pour les habitants du centre-ville, a fait que, voilà, nous, on a parlé d'urgence sociale. Nous, relever ces 3 défis, c'est faire face à l'urgence climatique, ça c'est l'aspect global, mais faire face à l'urgence sociale à Sélestat. Alors de ce point de vue-là, on a aussi prévu, dans notre programme, vous pourrez le voir, notre objectif c'est de relever le défi social. Alors comment ? Eh bien, notre souhait, c'est de fédérer tous les experts des questions sociales. Il y a à Sélestat des associations, des structures, des institutions qui s'occupent de cette précarité et qui s'occupent d'améliorer le quotidien des personnes affectées, des personnes démunies. Mais nous, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons et ce que nous garantissons à tous ces acteurs du social, c'est de les fédérer, de les associer, de les soutenir en mettant de la cohérence dans leur action. Pour ça, nous pensons qu'il est nécessaire de traiter la question sociale à l'échelle intercommunale, à l'échelle du territoire intercommunal de Sélestat. Une autre question qui se pose au centre-ville, c'est la question économique. Que faire pour que continue à vivre le centre-ville et notamment le commerce du centre-ville ? Alors, le commerce, voilà, ça, encore une fois, c'est comme le centre-ville, le commerce. On a l'impression que c'est juste un seul mot, mais ça couvre différentes réalités. Et il faut avoir cette approche nuancée
entre, d'une part, les commerçants indépendants, les artisans, les chaînes, enfin les franchisés, et puis les services comme les cafés, les restaurants, ou tout ce qui est de l'ordre du médical, par exemple. Donc, l'économie du centre-ville, c'est pas seulement le commerce, c'est toutes ces entités qu'il va falloir aborder chacune d'une manière différente. Il faut que notre approche ne soit pas une approche générale, mais qu'on s'occupe plus particulièrement de chaque situation, qu'on ait des vrais interlocuteurs. Les interlocuteurs, c'est évidemment les commerçants, mais c'est aussi, si on pense à tous les commerces vides, ce sont les propriétaires des commerces vacants. Là, il y a plusieurs manières de les aborder. Il y a en ce moment l'opération de revitalisation du centre-ville qui propose des outils que nous allons exploiter évidemment. Mais ça passe aussi par le dialogue. C'est d'abord le dialogue, même si dans l'opération de revitalisation du centre-ville, il y a la possibilité de mettre une taxe sur les logements vacants. C'est d'abord la discussion qui prime et qui permettra, on espère, de remettre des commerces dans les vitrines vides. Alors une autre question, attends, moi, par rapport aux vitrines, justement, tu parles des vitrines, et moi, je voulais citer l'exemple de Gaillac, je crois que c'était toi qui l'avais trouvé. Oui, Gaillac, c'est une ville qui a une association qui a monté une opération qui s'appelle Arfriche. Arfriche, comme affiche, Arfriche. Et qui a choisi de mettre l'art dans les locaux vides. C'est exactement ce que nous, on avait aussi envisagé déjà depuis 6 mois. Eux, ils l'ont engagé depuis longtemps, on ne le savait pas, mais entre-temps, ils ont eu justement un prix. Tu te souviens? Oui, c'est suite au prix qu'on a appris qu'il y avait cette opération. Ouais. Et Caroline avait déjà eu cette idée-là avant qu'on le découvre. Et c'est vrai que ça permet d'occuper les vitrines vides entre 2 occupations. Et même si on va tout faire pour qu'il y ait un commerce qui revienne dans cette vitrine, et ça permet aussi à l'art de se développer au cœur de la ville. On a la chance d'avoir le Fonds régional d'art contemporain sur notre territoire et nous nous réjouissons de passer une convention avec eux pour justement exposer dans des boutiques qui sont spacieuses des objets artistiques, des sculptures, des formes, des installations qui éveilleront la curiosité des touristes, des passants et de tous ceux qui fréquentent le centre-ville. Donc c'est déjà une forme d'animation pour éviter le triste spectacle d'un commerce complètement désert. Avec pour objectif évidemment qu'il ne reste pas longtemps désert. Donc, comme je voulais dire tout à l'heure, on a aussi une dimension au centre-ville qui est importante. Pour qu'on ait envie d'aller au centre-ville, qu'on ait envie de flâner au centre-ville, il faut qu'on puisse s'y déplacer en toute sérénité, à pied, à vélo ou les personnes à mobilité réduite. Et on a été interpellé aujourd'hui par un membre de la Fédération française de vélo qui souhaitait, avec la municipalité en place, travailler pour l'obtention du label tourisme, d'un label de tourisme, avec ce qui est le label territoire vélo. Donc c'est quelque chose qui nous parle pour 2 raisons. Déjà, la politique du vélo, si on veut sortir du tout voiture, c'est très important. On a été interpellé aussi par l'association Trajet, à laquelle on a répondu. Et autre chose, la notion de territoire, c'est aussi important pour nous. Il faut savoir que le vélo, la compétence des pistes cyclables, c'est au niveau de la communauté de communes pour tous les déplacements entre les communes, et au niveau de la commune pour les pistes cyclables au cœur de la ville. Donc c'est vraiment l'exemple d'une compétence qui se traitera à la fois au niveau communal et au niveau de la Comcom. Alors on est dans le domaine social, et le social c'est aussi la santé. On le voit bien aujourd'hui, là on est dans des conditions assez terribles. Notamment, on a une pensée vraiment pour tout le personnel de l'hôpital, pour tous les soignants, pour les infirmières, les médecins qui doivent faire face aujourd'hui à cette épidémie. Et
nous voulons leur exprimer toute notre solidarité en cette période vraiment difficile pour tous. L'hôpital, c'est un service public déterminant pour le territoire. À Sélestat, on a la chance d'avoir un centre hospitalier qui est bien doté et qui joue un rôle moteur pour l'attractivité de la ville. Cet hôpital, il faut le sauvegarder, il faut absolument le maintenir et, si possible, l'aider dans son maintien, garantir son maintien, mais peut-être aussi dans son développement. Alors nous, en tant que municipalité très particulièrement soucieuse de préserver l'hôpital, nous avons des propositions. Nous rencontrerons dès notre élection le directeur de l'hôpital pour lui faire part de notre proposition. On peut par exemple imaginer que la ville se porte acquéreur de terrains qui sont intéressants, qui sont bien situés, et ça donnerait de la trésorerie à l'hôpital qui lui permettrait un peu de respirer et puis de repartir dans le difficile remboursement de ses emprunts toxiques. Et ces terrains acquis par la ville pourraient permettre aussi de développer des choses du type jardin partagé ou autres qui feraient rentrer aussi les habitants du quartier, différentes générations proches de l'hôpital. Évidemment, acheter du terrain à l'hôpital, ce ne serait pas pour y faire de la construction, mais pour l'aménager justement dans un but de végétaliser, d'y installer soit des potagers, soit des jeux d'enfants. L'idée du potager est intéressante parce qu'il y a la proximité entre l'EHPAD et une école que tu connais bien. Oui, l'école Wimfeling, qui a déjà des échanges avec l'EHPAD aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une proposition. Mettre un terrain agricole, mettre un terrain potager, mettre des arbres. Une de nos colistières qui travaille à l'EHPAD nous a dit combien à l'EHPAD on souffrait de la chaleur et de la canicule en été du fait qu'il n'y a pas assez d'ombre. Alors il n'y a pas assez d'ombre, il n'y a plus de fraîcheur à l'EHPAD, mais c'est la même chose ailleurs en ville ou dans d'autres quartiers. Donc c'est un élément important quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique. Vous avez tous fait cette expérience de se promener, de traverser le centre-ville en été et d'être confronté à la minéralité de la ville, c'est-à-dire que la ville est entièrement faite maintenant de macadam, de bitume ou de pierre. C'est plus facile à entretenir, mais seulement ça réfléchit la chaleur et la ville devient étouffante. Oui, la question de la végétalisation de la ville, c'est vraiment dans toute la ville, y compris au centre-ville. La nature, on souhaite la ramener au cœur de la ville de Sélestat, à la fois pour y ramener de la biodiversité, pour y ramener de la fraîcheur, avec des plantes, des arbres, etc. Et pour aussi contribuer à rendre cette ville encore plus agréable à vivre. La ville plus agréable, c'est aussi une ville dans laquelle on circule mieux, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est aussi une ville plus animée. Il faut créer des occasions pour que les personnes se rencontrent de préférence au centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Et ça fait partie aussi de notre programme de faire des propositions. Alors je vais revenir sur notre proposition qu'on avait déjà faite en 2014, la proposition du thé dansant. Ça fait partie des propositions que nous avons pu réaliser avec l'association Mixité, une association que nous avons fondée en 2014 pour réaliser des programmes que nous avions imaginés. Donc le thé dansant, c'est par exemple une proposition, c'est organiser tous les dimanches de novembre à Pâques des thés dansants le dimanche après-midi. Donc thé dansant, c'est un terme, mais l'idée c'est que les personnes isolées puissent se retrouver gratuitement dans un endroit où il y a de la musique, où il y a une buvette et où on peut être en famille ou avec des amis. La ville proposerait l'orchestre et la salle, et puis nous pourrions mettre la buvette. La buvette serait du ressort des associations. Donc vous qui avez une association
qui vous occupez d'une association, vous pouvez imaginer, voilà, vous allez tenir la buvette tel dimanche en décembre ou tel dimanche en janvier. Les recettes seront pour l'association et le bénéfice sera pour la population de Sélestat qui se rendra à ce moment de divertissement. Nous avons aussi mis en place le festival. Le festival du vin, avec Mixité, on a pu mettre en place certaines des propositions qu'on avait en 2014, pas toutes parce que nous étions élus d'opposition, donc on a pu le faire seulement au niveau associatif. Et donc il y avait encore 2 autres exemples importants. L'exemple du film sportif, qu'on souhaite aussi pérenniser avec le soutien de la ville de Sélestat et des associations concernées, notamment les associations sportives. Et pour les autres associations, on a créé un rendez-vous annuel qui est le forum des associations, qui n'existait pas à Sélestat et qui devra aussi être pérennisé. Et d'ailleurs, qui est un projet qui a été repris par d'autres candidats. Alors, qui dit association dit dynamique, vitalité. Alors, nous voulons vraiment miser sur le développement de la culture et du sport. Pourquoi ? Parce que la culture et le sport, ce sont les 2 occasions de sortir de sa condition sociale. C'est ce qui permet de sortir de sa condition sociale. Et c'est pourquoi nous voulons soutenir toutes les initiatives associatives à Sélestat. Et on sait qu'elles sont nombreuses, on sait qu'elles sont aussi très diverses et je crois que chacun peut trouver son compte dans les associations qui existent à Sélestat. On voit leur diversité lors du forum des associations, comme tu l'as rappelé, Bertrand. Personnellement, vous savez que je suis impliquée dans des associations aussi diverses que le SCS Volleyball, dont je suis la vice-présidente, l'association Alsa Collection, dont je suis la trésorière, mais aussi d'autres associations où je suis simplement bénévole, comme Zone 51, ou l'ensemble folklorique du Haut-Königsbourg, une association de prestations de danse folklorique, et je tiens beaucoup je revendique cette appartenance et ce choix de maintenir l'identité alsacienne grâce à son patrimoine musical et dansant. Et pour aider les associations, il y a un certain nombre de choses à faire. Une des choses à faire, c'est de créer un lieu pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc ça peut s'appeler Maison des associations, ou ça peut être un projet de ce type qui permette aux associations de se rencontrer, de se réunir et d'offrir des moyens logistiques qui leur permettent de fonctionner dans des bonnes conditions. Une chose importante aussi que peuvent nous apporter les associations, vous aurez pu voir qu'un des volets importants de notre programme, c'est le défi démocratique. Et le défi démocratique, ça fonctionne aussi avec les associations qui ont des choses à proposer, qui sont expertes pour certaines dans leur domaine, et c'est vraiment un appui important pour faire avancer les projets à Sélestat. Alors, comme on est sur le défi démocratique, les associations ne seront pas les seuls partenaires, ça se fait aussi avec les citoyens. Et un des outils symboliques mais importants qu'on propose, et qui est proposé déjà à Schiltigheim, c'est le budget participatif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un budget participatif ? C'est une certaine somme que la municipalité va retirer du budget général. En l'occurrence, on a choisi de dédier 30 000 € au budget participatif. Le budget participatif sera sera attribué en fonction de vos votes. À savoir que d'abord, il faut créer des projets. Donc chacun d'entre vous, chaque association, chaque collectif citoyen tout simplement, pourra faire des propositions, remarquer que ils auront tel besoin pour telle association, tel besoin dans tel quartier, et monter un projet. Nous engageons, grâce aux agents de la ville qui participeront, à vous aider à monter ce projet. Ce projet ensuite sera présenté au reste de la population, et puis c'est
La population, c'est des électeurs qui décideront, mais ces électeurs, vous n'avez pas besoin d'être sur la liste électorale pour décider. Il suffit d'avoir 16 ans. À partir de 16 ans, vous serez en mesure de décider quel projet répond à la plus grande attente et aux besoins et qui pourra donc bénéficier de cette somme de 30 000 euros. Alors peut-être ce sera plusieurs projets. Oui, ça peut être des projets importants de plusieurs milliers d'euros ou des projets moins importants. On a été interpellé par une célestadienne qui avait souhaité mettre en place près de chez elle un abri à vélo parce que c'est quelque chose qui manquait. Elle n'a pas eu de réponse de la municipalité. C'est le genre de projet qui peut être fait au niveau d'un collectif d'habitants et qui peut être proposé. Et si jamais le conseil de citoyens et d'élus qui vont valider le projet vote pour ce projet-là aurait pu se réaliser. Voilà. Alors, en ce qui concerne les abris à vélo, je reviens sur ce qu'on avait évoqué tout à l'heure là, sur le centre-ville. Les abris à vélo, pour nous, ça nous semble une nécessité. Et donc, on va en proposer, notamment au centre-ville. Là aussi, ça répond vraiment à une demande forte. Il n'y a pas assez d'arceaux à vélo dans Célestat et il n'y a pas assez d'abris à vélo. D'ailleurs, il y a juste des abris couverts, mais pas des abris fermés comme beaucoup de personnes nous les ont demandé. Il y en a uniquement pour l'instant à la gare. Oui. Mais en dehors de la gare, effectivement, il manque des abris fermés par endroits. Ce serait nécessaire. Alors, comme notre objectif, c'est de développer le vélo, nous allons nous engager dans une politique de développement des circuits, des circulations à vélo, donc du réseau, mais aussi de sécurisation des abords des écoles, parce que c'est quelque chose de vraiment récurrent. Bertrand, tu es mieux placé que moi pour en parler. Oui, pour la question des abords des écoles, il suffirait de suivre les avis des équipes éducatives et des représentants de parents, c'est un sujet qui revient régulièrement au conseil d'école. Et pour certaines écoles, la solution qui conviendrait le mieux, c'est la piétonisation de l'entrée de l'école, soit aux horaires scolaires, d'entrée et de sortie des écoles, soit tout le temps si c'est possible. On a eu l'expérience dans la rue de la Jauge, qui est la rue de l'école du centre, qui a été une réussite, et donc cette rue a été condamnée aux heures d'entrée et de sortie des écoles. Peut-être que cette rue pourrait devenir tout simplement piétonne. D'autres écoles qui sont en dehors du centre-ville, c'est un peu plus difficile de fermer la circulation, mais il y a des solutions de sens unique. Par exemple, autour du site Wim-Follin, c'est une solution qui est proposée depuis longtemps par les équipes en place, depuis plus de 10 ans. Et donc pour chaque école, il y a vraiment des choses à améliorer. Ou ne serait-ce que faire une piste cyclable qui va jusqu'à l'entrée de l'école, pour permettre à chaque élève, de la maternelle jusqu'au lycée, d'aller à l'école en toute sécurité, à pied ou à vélo. Oui, parce qu'on parle des abords des écoles, parce que c'est vraiment de notre ressort, mais il faut encourager les déplacements à vélo. Et quand on en a discuté lors de notre campagne à domicile, c'est vrai que c'est difficile pour les parents d'envoyer leur enfant au collège Mantel, par exemple, s'il faut traverser le carrefour du Sand, qui est vraiment dangereux pour les vélos. Le carrefour de Gaulle, qui est très dangereux pour les vélos parce qu'on ne sait pas par où passer, on perd du temps et on prend des risques. Et il faudra vraiment le prévoir, ça, dans le projet gare. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses de prévues pour la traversée de la route de Colmar au niveau du carrefour de Gaulle. Il faudra voir si on peut améliorer le projet pour vraiment faire traverser de manière sécurisée cette route. Et quand on part, si vous êtes sur la place du Vieux-Port ou quai de Lille, pour aller vers le collège et le lycée, eh bien, là aussi, il y a une difficulté de traverser, une fois que d'ailleurs la piste cyclable s'arrête, et puis après on ne sait pas du tout où aller. Et puis, donc là, il y a moyen de refaire une voie cyclable qui rejoint la voie cyclable qui est en place, mais entre les deux, il y a rien. Et c'est cette continuité cyclable qu'il faut absolument retravailler sur tout le territoire. Oui, alors il sait qu'il y a beaucoup de choses à faire et à dire sur ce qu'on pourrait améliorer pour les déplacements à vélo et à pied. On a répondu
aux 30 et quelques questions de l'association Trajet sur notre politique du vélo dans les années à venir au niveau de Célestat et au niveau de la communauté de communes. Alors du vélo et des mobilités, parce que la mobilité, c'est aussi les transports en commun notamment. Et donc on ne va pas tout développer ici, mais voilà, il y a vraiment des choses à faire. Et aussi la prime vélo qui incitera les Célestadiens à faire l'acquisition d'un vélo, d'une remorque ou du matériel de sécurité. Oui, donc on peut préciser, c'est dans notre programme. Nous, à l'exemple de ce qui se fait dans notre ville, nous allons accorder une prime de 120 euros pour l'achat d'un vélo dans un commerce du secteur, évidemment. Une prime de 120 euros pour l'achat d'un vélo, une prime de 100 euros pour l'achat d'une remorque et une prime de 30 euros pour l'achat de matériel de sécurité, que ce soit casque ou cadenas. Puisqu'on parle de sécurité, j'ai été interpellée à ce sujet lors du débat, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on souhaite vraiment mettre en place à Célestat, qui va tout à fait dans le sens d'une ville en transition. Je te laisse en parler, Bertrand. Alors, c'est la question des brigades vertes. Oui, voilà, c'est qu'à Célestat, nous avons pour la sécurité la police municipale, il y a également la gendarmerie et le commissariat avec la police nationale. Donc c'est déjà bien de coordonner ces trois instances qui sont à Célestat. Il y a également un garde champêtre, mais ça ne suffit pas. Et notamment vu l'espace naturel dont dispose Célestat avec le Ride et l'Ilvalde, les brigades vertes, c'est vraiment un apport supplémentaire. Ils ont à la fois un rôle de prévention, un rôle éducatif et un rôle de répression le cas échéant. On souhaite, si jamais on arrive à convaincre les collègues de la communauté de communes, que les brigades vertes soient intercommunales. Elles interviennent déjà avec succès sur la commune de Muddersols et donc elles pourraient, si ça se met en place, intervenir au niveau de la communauté de communes, dans toutes les communes. Alors c'est important, cette dimension intercommunale. Il faut vous rappeler, si vous n'en avez pas encore conscience, que le vote de dimanche, c'est un vote pour évidemment la municipalité, la future municipalité de Célestat, le maire, ses adjoints et son équipe, mais aussi pour les représentants de Célestat à la communauté de communes. Alors, on vous le rappelle, la ville de Célestat, c'est 33 élus. La communauté de communes, c'est 47 élus. 47 élus, dont 21 de Célestat. Donc, vous allez voter pour les 21 représentants de Célestat. C'est important parce que la communauté de communes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une autre vidéo, la communauté de communes, c'est des compétences qui sont vraiment importantes pour votre quotidien. Bertrand et moi, ça fait 6 ans qu'on siège à la communauté de communes. On n'est pas simplement là le jour du conseil, comme d'autres. Bertrand et moi, on s'investit vraiment dans toutes les commissions. Il y a 7 commissions et on s'investit dans ces commissions depuis 6 ans avec toujours dans l'idée notre projet, notre programme, nos valeurs et nos convictions qu'on essaye de défendre et qui permettent justement de voir notre implication, notre travail fait au sein de la communauté de communes, nous ont permis de voir que finalement tout notre projet était tout à fait réalisable sur le territoire de Célestat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous le présente avec encore plus de conviction. On peut peut-être parler, faire un focus, comme on dit, sur le TIS, parce que c'est emblématique du... Oui, il y a de nombreuses compétences maintenant qui sont au niveau de la communauté de communes et qui agissent sur notre vie quotidienne, que ce soit la petite enfance avec les crèches, le périscolaire, l'eau qui est en train de passer totalement à la communauté de communes, et effectivement le TIS, le transport intercommunal. Ça, c'est beaucoup plus évident souvent quand tout le monde ou presque sait que le TIS c'est une compétence intercommunale parce qu'il relie les communes entre elles. Donc, c'est assez logique. Aujourd'hui, le TIS existe et c'est très bien. Il remplit un service important, notamment pour les jeunes qui sont dans les villages concernés, mais il est encore amélioré. La récente enquête du TIS a démontré qu'il y avait des attentes sur l'amplitude. Le TIS, après 19h, il ne roule plus.
c'est quelque chose qui rend compliqué le fait de se passer de voiture qu'on a dans un village. Après 19h, on ne peut plus revenir chez soi avec le TIS. D'autres problèmes, le dimanche et les jours fériés, le TIS ne roule pas. Donc les jeunes des villages qui veulent prendre le train le dimanche soir pour rejoindre leur logement étudiant, ils doivent se faire amener en voiture. Et le dernier exemple, c'est le maillage du territoire. Il y a des communes qui sont... Tout le monde est desservi par le transport à la demande, au moins, mais pas par des lignes régulières. Donc il faudra développer les lignes régulières, à la fois pour les villages et pour Célestat. On le concrétisera dès septembre 2020 en créant la ligne C, une ligne régulière entre Orschwiller et Baldenheim, qui reliera aussi Mussig, Kinsheim et surtout, pour les Célestadiens, le sud de Célestat. La zone sud qui s'est beaucoup développée, aujourd'hui n'est pas desservie par une ligne régulière. Alors, merci à Benoît qui nous apporte des questions. On voit qu'il y a des questions et ça nous réjouit sur la démocratie participative. Comment obtenir la participation de toutes les classes sociales? En matière de démocratie participative à Célestat, vu ce qui s'est passé depuis 20 ans, eh ben, c'est un chantier total. Il y a tout à inventer. Il y a tout à inventer parce que jusqu'à présent, toutes les décisions étaient prises exclusivement par 2-3 personnes, par un bureau autour du maire. Et donc, les habitants n'ont jamais été consultés, il n'y a jamais eu de concertation. Donc à Célestat, on ne sait pas ce que c'est que la concertation. On sait ce que c'est que les présentations. Oui, il y a eu des réunions publiques. On met un plan derrière, on dit voilà, ce sera comme ça, comme ci, comme ça. Et puis, oui, qui n'est pas d'accord, d'accord. Oui, merci. Et mais ça, c'est de la présentation. Et ce que je dis toujours, c'est le degré zéro de la concertation. La concertation, ben, nous, on a vu avec Joe Spiegel comment... Oui, justement, on va lire quand même les deux questions qu'on nous a apportées. Donc, comment obtenir la participation de tous les citoyens, enfin de toutes les classes sociales, et les habitants sont-ils prêts à participer? Donc, ces questions, ça révèle une chose, c'est que la démocratie participative, ça ne va pas de soi. Et on a pu se rendre compte encore mieux en rencontrant Joe Spiegel. Joe Spiegel, c'est des années de mise en place, de tâtonnement, parce qu'il était précurseur en la matière, et ça ne fonctionne pas du premier coup, et ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est ce qu'a fait Muttersholz avec sa démarche Muttersholz 2050, qui a été primée au niveau national. Ils ont fait appel à des experts en la matière, donc c'était avec la Maison de la Nature, pour aller chercher les citoyens, pour les accompagner dans une démarche de démocratie, de participation citoyenne. Si on ne va pas juste aller dans les quartiers et dire voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment une démarche qui se met en place, c'est vraiment du travail. Et il faut aussi pour que les citoyens et les habitants aient un avis sur les projets, qui connaissent le projet et qui connaissent le sujet. Si on prend un exemple de projet où on va faire appel aux habitants, c'est l'écoquartier qu'on souhaite créer sur l'ancienne friche et le Louide. Eh bien, typiquement, pour qu'on construise un écoquartier avec les habitants, il faut déjà que les habitants sachent que c'est un écoquartier. Donc, on prendra un bus ou deux bus et on amènera à la fois les membres du conseil municipal qui le souhaitent et les habitants concernés par le projet sur place, dans un écoquartier, pour voir concrètement qu'est-ce que c'est un écoquartier. Et sur cette base-là, on pourra discuter, on pourra travailler ensemble pour construire l'écoquartier de référence, que sera l'écoquartier de la celluloïde. Je donne ce nom-là pour l'instant, ça pourra être un autre nom, et ce serait sur ce site-là. Il y a aussi d'autres manières. Alors, tu disais les habitants concernés. Pour l'instant, la friche celluloïde, les seuls habitants concernés, c'est les chauves-souris. Et... Les habitants de Célestat. Oui, non, mais voilà. Je veux dire, c'est tous ceux qui ne sont pas concernés, mais qui sont intéressés. Hein. Ça s'apprend, comme l'a dit Bertrand, on montre les choses. Et après, il y a des moyens de s'approprier un projet. Et pour ça, on fait appel à de la médiation. Encore une fois, ça peut être de la médiation artistique. Par exemple, ce projet gare, finalement, personne ne sait à quoi il va ressembler, à part ceux qui étaient à la réunion où un plan a été projeté et où on leur a donné des explications. Mais on ne peut pas comme ça imposer un projet à des habitants, à des acteurs économiques, à des usagers du train, à des villes périphériques qui envoient justement du monde.
Donc, la médiation, c'est organisé, confié à des compagnies artistiques, l'animation et la prise en main d'un nouvel espace en ville. On va rendre festif cette accaparation. Il faut faire du théâtre, de la musique, organiser des événements et donner envie aux gens de toutes les classes sociales, justement, puisque la question portait là-dessus, de se rendre compte et de voir que le quartier qu'on a inventé ensemble, il est accueillant, il répond à ce qu'on avait imaginé, à ce qu'on espérait. Et ça va être fait pour tous les lieux de Célestat, des lieux qui restent à imaginer. C'est pour ça que nous, dans le programme qu'on vous a donné, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vue en 3D, parce que c'est vous qui allez imaginer le Célestat de demain. C'est vous qui allez lui donner du sens. Et pour terminer la réponse à la question sur la question de la participation de tout le monde finalement à Célestat, nous on souhaite vraiment essayer de toucher tous les habitants de Célestat. Et une des manières de le faire, c'est de travailler aussi avec ceux qui touchent les différentes catégories de population, tous les citoyens de Célestat. Par exemple, tu parlais de la question artistique, les Atévasions. Ils accueillent des adultes qui sont aussi des citoyens, qui ont aussi le droit de vote et qui auront toute leur place dans la concertation citoyenne. Tout à fait. Et on rappelle aussi qu'à l'occasion de ce vote-là, le 15 mars, les personnes sous tutelle peuvent voter, les personnes en déficience mentale peuvent participer au vote. C'est nouveau, même si elles sont en tutelle. Puisqu'on parlait de l'ESAT-Évasion, voilà par exemple un projet d'innovation sociale qui nous intéresse particulièrement. C'est pas un projet qui vient de nous. Personne ne peut s'attribuer ce projet en dehors de l'ESAT et de la PEI du Centre Alsace. Ça se passera, et j'espère, en tout cas nous on a l'intention de soutenir ce projet, dans l'ancien foyer Saint-Charles, que vous connaissez tous, c'est à côté de la bibliothèque humaniste. Peut-être vos enfants étaient au périscolaire là-bas. Et ils ont un projet d'atelier artistique, mais aussi de résidence artistique, de logement pour personnes handicapées et un restaurant, ce qu'on appelle un restaurant inclusif, un restaurant qui sera tenu en partie par des personnes en situation de handicap. Mais un vrai restaurant ouvert à tous. Et dernière chose qui nous semble important dans ce projet, c'est que ce projet-là permettra de réouvrir le passage entre la rue du Sel et la place d'Armes. Donc il y a aussi la rue du Marchand qui passe ici. Et comme dans la piétonisation du centre-ville qu'on souhaite faire de manière progressive, la première chose à faire, c'est de mettre de la continuité dans les zones piétonnes. Aujourd'hui, quand vous allez de la rue des Clés à la place d'Armes, il y a la rue de la Jauge où des voitures passent. Ensuite, quand vous passez de la place d'Armes à la bibliothèque humaniste, vous avez la rue des Marchands qui est ouverte à la circulation. Et en ouvrant le passage du Bouc, qui est l'impasse du Bouc et qui pourrait devenir le passage du Bouc, on pourrait relier de manière sécurisée pour les piétons la bibliothèque humaniste à la rue Poincaré. Oui, la rue Poincaré qui méritera aussi d'être revue parce que là aussi la municipalité sortante était vraiment très fière de ce projet en 2005 et puis on a pu constater une sorte d'aberration dans cette rue qui est très passante et où la circulation cycliste est vraiment difficile. La cohabitation entre les piétons qui utilisent normalement le trottoir et les cyclistes qui sont contraints d'utiliser le trottoir, eh bien c'est quelque chose qui n'a pas de sens et qu'il faudra revoir. Oui, la cohabitation entre tous, les cyclistes, les piétons, les trottinettes qui se développent aussi, il faut vraiment l'organiser, il faut organiser l'espace pour que tout le monde puisse se déplacer de manière sereine. C'est aussi l'exemple des zones de rencontre où en théorie c'est la voiture qui est prioritaire
en théorie, c'est le piéton qui est prioritaire sur le vélo, qui est prioritaire sur la voiture. Faites l'expérience, mettez-vous au milieu de la rue et vous verrez si la voiture se pousse. Oui. Je sais, à vos risques et périls, et je vous le déconseille. Non, c'est vrai que c'est terrible à Célestat pour ça. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, parce qu'on a encore des choses à dire, peut-être parler des choses à dire ou des questions. Des déchets. Alors, on peut parler des déchets, parce qu'on a aussi eu... moi, j'ai rencontré des personnes... et on a été contacté par des personnes pour nous dire une situation, voilà, une famille qui a fait le choix de vivre sans voiture. Nous, déjà, on les félicite. C'est un bon démarrage pour contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre. Mais elle a des arbres, ça c'est encore mieux. Et une fois par an, cette famille taille ses arbres dans son jardin et se retrouve avec un tas de feuilles, de branchages dont elle ne sait pas quoi faire, puisqu'on ne peut pas mettre, vous le savez, les déchets verts dans les containers, dans la poubelle grise ni dans la poubelle jaune. Et pour eux qui n'ont pas de compost, ils ne savent pas quoi faire de ça. Donc c'est un vrai problème. Alors on s'est renseigné auprès du SMICTOM, et c'est vrai que rien n'est prévu. Mais nous, municipalités responsables, nous, municipalités qui a envie de promouvoir justement le fait de se passer de voiture, eh bien nous allons mettre en place, avec les services de la ville que l'on sait coopératifs, nous allons mettre en place un système de ramassage de ces déchets à la période d'étail végétal. Et de manière générale, pour sortir du tout voiture, il faut déjà que chaque habitant ait une vraie alternative à la voiture. Après, ils peuvent choisir quand même de conserver la voiture, mais s'ils n'ont pas cette alternative, que ce soit pour le transport ou pour le cas précis, qu'on a des déchets verts importants à transporter, ce serait dommage que ces personnes-là achètent une voiture uniquement pour cette raison. Oui, sur les déchets, on a été interpellés, mais comme sûrement beaucoup d'entre vous, sur le fait que les collectes, les levées vont diminuer. Les levées, vont pas diminuer, mais à partir, elles ne seront plus comprises dans le prix. Vous n'avez plus que 36 levées par an pour la poubelle grise. Et au-delà de 36 levées, vous allez devoir payer des suppléments. Voilà encore une décision qui a été prise sans concertation. Voilà. Et cette décision a donné lieu à une pétition qui a plus de 6 000 signatures aujourd'hui. Et nous, lors du vote en comité de communes, car c'est au niveau de la communauté de communes que ça se décide, il y a 6 communautés de communes qui font partie du SMICTOM. Et donc la communauté de communes de Célestat a 7 représentants sur 31 au niveau du SMICTOM. Et au moment du vote, j'étais intervenu pour leur dire finalement la même chose que m'a dit l'une des personnes qui a lancé cette pétition. C'est-à-dire qu'il souhaitait il aurait fallu qu'il y ait une concertation avant, ça on l'a souvent soulevé en tant qu'élu. Il n'est pas contre l'idée d'une taxe incitative pour la réduction des déchets, mais il trouve dommage, et nous on trouve dommage effectivement, qu'il y ait uniquement un malus, c'est-à-dire que si vous sortez plus que 36 fois par an votre poubelle, vous allez payer plus cher, et jamais de bonus. C'est-à-dire que si celui qui sort 18 fois sa poubelle dans l'année va payer la même chose que celui qui sort sa poubelle 36 fois. Donc on pénalise ceux qui jettent plus de déchets que les 36 levées par an, mais on ne gratifie pas, on ne récompense pas les efforts de ceux qui vont plus loin encore avec les déchets. C'est bon pour les déchets ? Oui, sur la question des déchets, on peut en dire encore beaucoup plus. Non, on peut saluer quand même le SMICTOM comme un très bon partenaire, et on est content d'avoir sur le territoire un SMICTOM efficace et puis qui a mis en place, c'est vrai qu'on peut aussi saluer la collecte des biodéchets qui donne une nouvelle conscience en fait des biodéchets. Voilà, et c'est vrai que le SMICTOM, à un moment de sa création, était précurseur. On a commencé le tri des déchets avant beaucoup de territoires en France. Et les choses évoluent et il faut toujours être innovant, aller plus loin. Et la question des déchets, elle sera résolue vraiment quand il n'y aura plus aucun déchet ultime
et que tout déchet, déjà que les déchets seront réduits et que les déchets qui resteront seront valorisés au maximum. C'est un objectif. Alors, avant de terminer, on voudrait d'abord mettre à l'honneur tous nos colistiers. On n'en a pas parlé, puis on regrette, en fait, un regret ce soir, c'est de ne pas vous avoir tous avec nous, à côté de nous, comme c'était le cas lors des autres réunions publiques. Merci pour tout ce que vous avez apporté dans l'élaboration de ce programme. On n'aurait jamais pu proposer à Célestat un programme aussi riche, aussi dense, sans votre aide. Au-delà de nos colistiers, d'autres personnes aussi ont apporté leur contribution et nous voulons vraiment les remercier, les féliciter pour nous avoir permis de porter un programme. C'est assez enthousiasmant pour nous de défendre un programme comme ça. Alors, si on l'a bien défendu, il reste une étape ultime, c'est dimanche 15 mars, le premier tour des élections. Alors, on va vous donner quelques conseils pratiques. Vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres, vous allez le recevoir, les documents pour le vote, donc la profession de foi. Ah oui, alors il y a deux choses, voilà. Caroline. Donc ça c'est la profession de foi, recto verso, avec plein de couleurs. Qui présente les grandes orientations de notre programme et notre liste, et le bulletin de vote. Donc lors du vote, bien sûr c'est le bulletin de vote et pas la profession de foi. Alors, ça vous le laissez à la maison. Ça peut paraître évident, mais à chaque dépouillement, on a quelques professions de foi dans les enveloppes. Et une profession de foi dans une enveloppe, c'est un vote nul. Ouais. Et donc c'est bien ce bulletin de vote qu'il faut mettre dans l'enveloppe, en le pliant bien sûr, avec d'un côté les candidats à l'élection pour le conseil municipal, et de ce côté-là, les candidats pour l'élection au conseil de la communauté de communes. Vous verrez deux choses, c'est qu'on est 35 candidats au conseil municipal alors qu'il y a 33 places, mais la loi nous permet de mettre 2 candidats supplémentaires. Et au niveau de la Comcom, c'est pas la loi qui nous permet, c'est obligatoire, on doit mettre 2 candidats supplémentaires, les 21 et 23e, qui vont remplacer éventuellement, si jamais il y a un désistement ou un candidat qui démissionne ou qui déménage en cours de mandat. Voilà. Donc, merci. Merci de nous avoir suivis malgré la situation, malgré le match PSG Dortmund. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être que vous avez pu le suivre en simultané. Et c'était une première pour nous. Et nous nous réjouissons d'avoir fait cette première expérience avec vous. Et nous espérons qu'il y aura encore beaucoup d'expériences innovantes à mener avec vous. Alors, pensez à nous, dimanche 15 mars, premier tour des élections. Eh bien, Célestat, Terre Humaniste, nous sommes prêts à relever les 3 défis. Voilà, le 15 mars, votez écologiste. Bonsoir. Bonsoir.